Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette masterclass, deuxième journée de 360 possibles. Avant de commencer, voilà, on va dire à peu près la même chose. Ces masterclass, le principe pour vous en rappeler un petit peu les grandes lignes, notre objectif avec cette masterclass, c'est de vous permettre, peut-être en assistant à plusieurs présentations, de constituer votre propre pulse des expériences qui vont être partagées autour de l'hybridation et de ce que ça peut apporter à l'innovation. Donc des masterclass qui ont tout à peu près la même structure, une présentation pendant 20 à 30 minutes d'une expérience et de ce qu'elle peut enseigner sur les questions d'innovation, et puis après la parole vous appartient, à vous d'interroger l'intervenant, Christophe Dudit ce matin, et de lui faire part à la fois de vos interrogations, de vos commentaires, peut-être de vos témoignages à vous autour de l'idée qu'il va développer pour nous ce matin. Premier intervenant, Christophe Dudit, qui est le patron qu'il aurait voulu avoir, en tout cas c'est ce qu'il essaye de faire. Il a en 2011 repris l'imprimerie Cloître à Brest, qui est l'une des plus importantes imprimeries de Bretagne. Et dans cette entreprise, depuis, il développe des techniques managériales qui sont peu banales dans le secteur. Son idée à lui, son approche, c'est de favoriser la transversalité sur un point très particulier, ce qui est de permettre à tous les salariés de comprendre, d'appréhender, de tester peut-être tous les aspects de la vie de l'entreprise. Ce sont donc ces méthodes managériales que nous lui avons demandé de vous présenter ce matin. Je vais lui passer la parole, mais je crois qu'il est en plus extrêmement surpris d'être là, extrêmement surpris qu'on lui ait demandé de nous en parler. C'est à vous, Christophe. Merci. Bonjour. Oui, clairement, je suis quand on m'a demandé d'intervenir à 360 possibles pour parler d'innovation dans le management. Sincèrement, j'ai jamais, quand je suis devenu patron, j'ai jamais pensé à ce que je fais aujourd'hui était innovant. J'essaie juste d'être le patron que j'aurais voulu avoir. Faut le lancer. Juste. Tac. Le diaporama. Il est où? Je vois pas clair. Voilà. Non, c'est bon. Bon, c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de fond, vu qu'on vous a caché la mer qui bouge. Donc, moi, ce que j'ai fait avant de, j'ai quitté le foyer. Ouais, ça va être compliqué. C'est bon pour vous Je quitte le foyer familial à 15 ans, je pars en pension pour faire un bac F1. J'enchaîne sur un DUT génie méca et productique, une spécialisation en qualité de la production. Entre-temps, je fais mon armée, mon service militaire. J'essaye justement de devancer l'appel pour être libéré à la fin de mes études. J'y passe ma première expérience managériale parce que j'ai 20 ans, 21 ans à l'époque, et je suis chargé d'un groupe de 15-20 personnes. C'est ma première expérience en termes de gestion de personnes. J'ai 20 ans, il y a un mec qui arrive, il est dans mon bureau, il a 24 ans. Je veux voir maman. Oh là là, ces trucs. C'est première confrontation de la gestion de l'humain. Je finis après ma spécialisation et comme tout le monde, je cherche du boulot. Je trouve un job de responsable qualité dans un atelier de réparation maritime industrielle. Je mets en place la norme ISO à l'époque, c'est la grande mode, les fins des années 90. Au bout d'un an, c'est fait, c'est mis en place. Je commence un peu à tourner en rond. On me propose un poste de chargé d'affaires qui m'ouvre un peu sur le commerce, les achats et tout ça. Ça me plaît un peu, mais rapidement, je me rends compte que j'ai envie de faire autre chose. Je postule dans une imprimerie. Et à l'entretien d'embauche, j'ai mes deux patrons qui me demandent, première question, qu'est-ce que vous connaissez à l'imprimerie? Mon père est imprimeur. Et alors là, j'ai vu dans leurs yeux briller déjà, j'ai dit, c'est bon, j'ai la place. Et effectivement, j'ai eu la place. Alors à l'époque, j'ai 24 ans, je rentre là-dedans, je suis le geek de l'époque. J'ai 24 ans dans une boîte où tout le monde fonctionne sous DOS. On va passer le bug de l'an 2000, je sais pas si ça vous... je vois des gens qui étaient peut-être pas nés. Pardon. Mais
qui n'ont pas connu ce que c'était, mais à l'époque ça fait peur à tout le monde, hein. Donc moi je suis le messie, j'arrive là-dedans. Et puis j'ai surtout la chance d'avoir des patrons qui me laissent faire ce que je veux. Donc alors il me colle un titre sur mon premier contrat de travail, c'est quoi? C'est responsable de production chargé de la qualité des méthodes de l'informatique. Un truc. Et puis si tu peux faire autre chose, ça serait pas mal. Donc il me laisse m'exprimer, et puis je m'exprime. Donc je m'occupe des achats, de la prod, des RH, un peu de tout. Et puis à un moment donné, il me propose aussi d'aller voir à l'extérieur, rentrer dans un groupement qui s'appelle Un Prix Club. C'est un groupement d'entreprises. Donc il me dit tiens tu vas aller voir là-bas, voir ce qui se passe. Ils faisaient partie des membres presque fondateurs de ce groupement. Il me dit tiens vas-y, tu vas apprendre des choses. Et effectivement j'apprends les choses, et puis au bout de 5 ans je prends la direction du site. Donc c'est une boîte qui fait il y a 60 personnes. Et je prends la direction du site, et puis clairement à partir de ce moment-là je suis élevé au grain par mes patrons, dans l'optique de reprendre la boîte, parce qu'ils vont pas tarder 5 ans plus tard ils partent à la retraite, ils préparent la transmission. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Je deviens en plus administrateur de ce groupement, fameux groupement Un Prix Club là. Puis je progresse dans mon truc. Et sauf qu'arrive un moment, au moment où doit se faire la transmission de la boîte, je comprends rapidement que ça va être une transmission plutôt familiale que pour moi. Donc là je dis je me retire. Et c'est là, à ce moment-là, que le président du groupement d'imprimeurs me dit écoute Christophe, ce que tu peux pas faire à Bordeaux, je te propose de venir le faire à Brest. J'ai à Brest parce que j'ai à Bordeaux. Et je suis sablais d'origine, hein. Je suis pas bordelais, je suis pas breton, mais et donc je dis Brest, mais par contre toi t'as 51 ans, t'étais pas parti de suite. Et je dis non, mais moi je suis dans une logique de transmission, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans et de me dire mais qu'est-ce que je fais du bébé. Donc on anticipe. Donc j'arrive là-dessus, et puis alors clairement tout de suite je viens pas pour faire un coup capitalistique et tout ça. Enfin ça serait pas dans l'imprimerie que ça se fait, ce genre de choses. De toute façon ça se saurait si on gagnait de l'argent. C'est pour vivre une aventure humaine, pour continuer ce qui a été entamé par les précédents dirigeants, pérenniser la structure Cloître à la Pointe Finistère. Donc j'arrive en novembre 2011, et je prends tout de suite mes fonctions de patron. Je deviens patron à ce moment-là, voilà, parce que dans la tête de mon associé, donc ami Jean-Yves, m'a dit de toute façon il ne peut pas y avoir 2 patrons dans la même boîte. Donc là, clairement il me file les clés du bateau et il me laisse travailler. Alors Cloître, c'est bon, vous voyez pas mal de trucs là-dessus. Cloître, c'est la première imprimerie bretonne, enfin la plus grosse, mais c'est pas le fait qu'on soit le plus gros qu'on soit là, hein, c'est le fait qu'on a toujours su s'adapter rapidement et tout le temps. C'est la rapidité d'adaptation qui fait qu'on n'avance pas la grosseur. C'est 115 personnes, 14,5 millions de chiffre d'affaires. On va fêter nos 80 ans l'année prochaine. On fait quoi? 70% du business 50% du business sur le Finistère. On cumule, on arrive à 70% sur la Bretagne, et le reste c'est région parisienne. Cloître, c'est une entreprise qui est pas comme les autres, justement. Enfin, quand j'étais chez Un Prix Club, on parlait de Cloître, on appelait Cloître le laboratoire social. C'est beaucoup de choses qui ont été mises en place. Chez Cloître, on est aux 32 heures. Dans les temps qui courent, c'est pas toujours facile, mais bon. Il y a plein de petits avantages sociaux comme ça qui ont été mis en place au fil du temps, et qui fait que l'humain chez Cloître est vraiment au centre du process, et moi ça me convient, et ça a convenu à tous les dirigeants successifs qui sont venus ici. C'est juste que voilà, on met l'entreprise au service de l'homme, mais pas le contraire. Donc alors après, quand j'arrive ici, il y a du boulot, quoi, parce que toutes ces choses qui ont fait que Cloître a passé du temps à progresser pendant les 80 années qui la composent, fait qu'aujourd'hui ça devient un peu compliqué de rester compétitif compte tenu du marché.
la concurrence qui effrénée qui nous entoure. Donc voilà, donc le parcours, comment je suis arrivé patron. Je suis arrivé patron là-dessus, donc patron et en plus, maintenant, président d'un prix club. Parce que au bout d'un moment, force qui me pousse, il dit tiens, un jour tu seras président d'un prix club, un jour ils ont réussi, maintenant je suis président d'un prix club. Et je suis le 3e président d'un prix club et représentant l'imprimerie Cloître. C'est-à-dire que le premier président c'était Jean-François Cloître, le deuxième ça a été mon associé, et je suis le 3e. Donc c'est aussi une continuité dans la façon de voir les choses. Alors le jour, donc je deviens patron, et là, je suis tiens, enfin moi patron, j'ai jamais, quand j'étais gamin, je dis oh putain, quand je serai plus grand, je serai patron. Non, je m'étais jamais dit ça. Et quand je le deviens, je me dis bon bah quand je regarde mon parcours, je me dis j'ai eu du bol, j'ai eu des opportunités que j'ai su saisir, ouais ok, mais j'ai l'impression d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, etc., etc. Donc je suis arrivé là, un peu par hasard, par chance, ou je sais pas. Après, bon, je me dis quand même, il y a des trucs qui sont sympas parce que à chaque fois que je rapporte des idées, que je viens de droite ou gauche, ça marche. Et puis, puis des fois ils ont peur aussi parce que quand je vais me promener, je reviens, je me dis oh là, qu'est-ce qui va nous ramener encore et inventer un nouveau truc. Donc tout ça, je le sens en moi, mais je définis pas tout à fait le truc. Et un jour, je tombe sur une citation d'Ivan Illich. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout, un économiste ou philosophe américain, enfin bref, qui dit « Pour grandir, ce dont l'homme a besoin, c'est du libre accès aux choses, aux événements, aux lieux, aux documents. Il a besoin de toucher, de voir, de manipuler, je dirais volontiers de saisir tout ce qui l'entoure dans un milieu qui ne soit pas dépourvu de sens. » Ça c'est costaud, mais là pour moi c'est juste le résumé de tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai commencé à bosser ou à apprendre. Pourquoi j'ai progressé ? Parce que à un moment donné, voilà, mes patrons m'ont laissé l'accès à tout, m'ont donné une liberté d'agir, ne se sont pas ne m'ont pas donné de process ou de machin de tiens, faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses comme ça, faut comme ça. Ils m'ont donné des conseils, mais m'ont surtout dit fais comme tu veux. Et surtout va voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui fait que petit à petit, voilà, j'ai grandi moi aussi parce que j'ai eu accès à tout ça. Donc là à ce niveau-là, je me dis mais moi si ça marchait pour moi, pourquoi ça marcherait pas pour les autres ? Et pourquoi je ne ferais pas grandir moi aussi tous mes collaborateurs, etc. Donc ça c'est l'idée que j'ai au départ quand j'arrive chez Cloître pour transmettre en fait cette envie de faire ce qu'on aime et ensuite aimer ce qu'on fait. Donc je lance ça, sauf que il faut, en étant patron, on représente aussi quelque chose. Il y a l'image du patron, je parle des cases et tout ça. Le patron, c'est forcément, quand j'étais directeur salarié, je disais blanc, tout le monde entendait blanc. Je suis passé patron, je disais blanc, tout le monde entendait noir. Pourtant je disais la même chose. Mais bon, en tant que patron, voilà, on est forcément le gros méchant et tout ça. Donc même si aujourd'hui, dans nos façons de manager, je connais beaucoup de patrons qui sont très gentils, tout ça, la plupart d'ailleurs, on a forcément cette image de méchant patron, tout ça. Et même si le patron change son état, sa façon d'être, il faut aussi que le salarié change sa vision du patron pour qu'on avance ensemble. Et pour ça, et c'est ce qui me semblait essentiel dans tout ce qu'on a mis en place après, il faut installer une relation de confiance. Ça, c'est la base du job, en fait. Donc ça, c'est des petits trucs. Alors je vous les donne. C'est moi, quand je suis arrivé, donc il y a 115 personnes. Au bout de 2 jours, je connaissais les prénoms de tous les salariés. Je me suis pas forcé. C'est parce que moi, j'aime les gens. J'ai envie de leur faire voir qu'ils sont importants pour moi parce qu'on travaille tous ensemble. Donc au bout de 2 jours, je connaissais tout le monde. Alors je sais que ça m'a surpris beaucoup. Alors, je me suis peut-être trompé sur 2-3 personnes entre Céline, Sandrine, des trucs comme ça. Mais bon, voilà, il y a ça. Il y a le Friday Wear, un truc tout bête, mais voilà, aujourd'hui je suis habillé en Friday Wear, on est vendredi, donc c'est Friday Wear. Quand j'arrive chez Cloître, tout le monde la direction, c'est costard, cravate, nœud pape et tout ça. Moi j'arrive là-dedans, j'essaye je veux pas tout casser d'un seul coup, donc je m'habille un peu comme tout le monde. Voilà, j'ai souvent un costume, mais ça doit pas être le vendredi. Et j'arrive, donc le premier vendredi, je dis à mon époux, je fais comme d'hab ou il me dit vas-y, continue. Donc j'arrive, les Converse roses, un polo de rugby rose, et j'arrive dans l'atelier, et là,
J'ai l'impression d'être l'extraterrestre, quoi. Mais qui c'est le nouveau patron, il est... Parce qu'ils sont sur des concepts du patron, c'est celui qui est dans sa grande tour d'ivoire, qu'on voit pas souvent, qui est machin, puis qui surtout qui reste dans cette putain de case qu'on a toujours dit. Le patron, c'est quelqu'un, voilà. Donc, ça aussi, ça casse pas mal de paradigmes, de vision des choses, qui fait que petit à petit, voilà, il y a une confiance qui s'installe. Je réintroduis le PPVR. Vous connaissez le PPVR ? Hein, c'est plus dans le Finistère, ça. Le PPVR, pain, pâté, vin rouge. Monsieur est finistérien. Le pain, pâté, vin rouge. Donc à chaque intervention que l'on fait, une petite réunion, tout ça. Alors il n'y a peut-être pas du vin rouge à chaque fois, mais bon, on sort des cahuètes, on sort des petites tomates cerises, machin, puis on passe un moment convivial, on échange, on fait tomber ces barrières-là. Et petit à petit, toutes ces choses-là fait que on arrive à installer un climat de confiance. On fait aussi péter on aplatit la structure. Avant, il y avait 4 niveaux. Il y avait donc le codir, un directeur de production, le management opérationnel, et puis après, les collaborateurs. 4 niveaux. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Le directeur de production est parti, le codir et le management opérationnel, on a regroupé ça dans un nouveau truc qui s'appelle le COMOP, le comité opérationnel. Et après, il y a les collaborateurs. Il n'y a plus que 2 niveaux. Donc ça aussi, ça simplifie les relations. Et puis une fois qu'on a eu, que j'ai senti que justement les gens étaient prêts à avancer, on a engagé justement les travaux d'amélioration sur. Alors ça s'est pas appelé comme ça tout de suite, ça s'appelait le défi 2016, mais à la base ça s'appelle juste, faut qu'on discute ensemble, faut qu'on trouve des façons de travailler, d'améliorer notre performance, parce que le monde va vite, tout va très vite, et il faut vraiment qu'on soit meilleur. Faut dire que chez Cloître, à un moment, c'était, les gens, ils étaient, on est chez Cloître, le client il peut être content déjà de travailler avec nous. Mais d'être champion du monde de sa rue, ça n'a jamais servi à personne. Mais les gens sont persuadés que de toute façon, rien ne peut leur arriver. Il y en a, ils ont 30 ans, 40 ans de boutique. Il y a une forte appartenance à la boutique. Donc, je suis le 4e dirigeant. Il y en a qui ont connu les 4 dirigeants. Je dis, mais il nous raconte ce qu'il veut. De toute façon, Cloître, ça continue. Oui, ça continue, sauf que les changements qui mettaient peut-être 5 ans ou 10 ans à opérer à un moment donné, aujourd'hui c'est tous les 6 mois qu'il faut se remettre en question, et puis quand je dis 6 mois c'est même 3 mois des fois. Donc on met en place le COMOP et puis toute la discussion qui est autour de ça, et derrière surtout un axe fort, le positionnement de l'entreprise, c'est-à-dire on veut que l'entreprise soit considérée comme l'expert de la communication imprimée. Donc sur notre métier, parce que là aussi, c'est ce qu'on considère une évolution de notre société. Aujourd'hui, tout le monde sait tout sur tout. J'ai le temps, je suis dans le temps, oui c'est bon, je suis bien là. Tout le monde sait tout sur tout, mais en fait on est avec ce qu'on appelle la googlisation. On a une question, hop, on a la réponse. Tout le monde peut devenir un expert sur tout, mais en fait. Aujourd'hui, il nous manque encore il nous manque des fois des aides à la décision. Et cette aide à la décision, c'est l'expertise. Aujourd'hui, vous voulez acheter une machine à laver. La machine à laver, vous tapez sur Google, machine à laver pas cher, vous trouvez 2 modèles. Vous hésitez un peu parce que vous avez tout lu, la fiche technique, vous savez tout dessus, mais bon. Il vous manque encore un truc. Puis de faire livrer une machine à laver, autant lui faire livrer un livre, ou encore que c'est une bêtise, mais bon, vous mettez en livrer, livrer des CD ou des trucs comme ça, c'est des petits achats, ça va. Mais bon, la machine à laver, comment ça va être livré ? Est-ce que ça va le faire ? Bon, allez, je vais aller chez mon boulanger local, là, ou je sais pas, n'importe. Bonjour monsieur, je cherche une machine à laver, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ah oui, pas de problème. Alors il y a ces deux modèles. Globalement, celle-ci elle fait du bruit, mais elle consomme pas. Et celle-ci, elle fait un peu plus de bruit, mais par contre, elle consomme un peu plus. Mais globalement, vous savez, à 10 € près, vous faites pas d'erreur. D'ailleurs, j'ai la même à la maison. Ça, c'est le premier vendeur. Le deuxième vendeur, vous allez le voir, il dit bonjour monsieur, je cherche le truc, une machine à laver, et il vous dit d'accord, ok, vous vivez en maison ou en appartement ? Je vis en maison. Bon, très bien. Donc en maison, si on va peut-être mettre la machine à laver dans le garage. Si elle fait un peu de bruit, c'est pas forcément dérangeant. On va optimiser la consommation électrique et ça ira mieux. Je dis, ah oui, c'est pas con ça. Et vous êtes combien à la maison ? 4, 5, 6 ? On est 5, d'accord. 5, donc
là, on était parti sur un modèle, un tambour à 8 kg, on va peut-être partir sur le 12 kg. Je sais pas si c'est bon, mais bon. Le 12, ou le 15. Ouais, j'ai mes limites. Hein, on va partir sur le 15 kg. Et voilà. Et ça, chez qui vous allez acheter le truc ? C'est pas chez le premier qui vous a rien donné. Vous avez donné les mêmes choses que vous avez vues sur Google. Par contre, le deuxième, il vous a donné l'expertise technicien qui va vous aider à la décision. Et moi, ce que je veux pour mon imprimerie, pour un truc, c'est que justement, dans chaque décision en termes de communication imprimée, c'est que qu'on amène à la bonne décision avec l'expertise qu'on peut apporter. Donc ça c'est le point central. Et après, comment on développe cette expertise dans l'imprimerie et à tous les niveaux ? Toujours de la même façon, en donnant la possibilité aux gens d'accéder à la connaissance, aux documents, aux lieux, à l'information, à tout. Donc, alors je vous fais grâce de toutes les fois où j'envoie tous mes salariés à droite, à gauche, aller voir, visiter chez un prix club des confrères, dès qu'un fournisseur nous propose une visite de site ou d'usine, je les envoie. Des conférences qui arrivent dans le coin, on ouvre les portes, vous allez y aller. Alors, au début, ils ont peur, ils n'ont pas envie d'y aller. Est-ce que c'est ma place ? Oui, c'est ta place. C'est la place de tout le monde d'aller rencontrer des gens et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc il y a ça. Après, en interne, ça c'était partie de la réflexion. Je me suis dit, à chaque fois quand je revenais, ce que je disais tout à l'heure, je revenais d'une visite, il me disait oh putain, il ramène encore plein de trucs. Je lui dis mais il faut vraiment que moi aussi je leur donne la possibilité au quotidien de pouvoir apprendre plein de trucs. Donc on a dit on va créer le parcours expert. Alors parcours expert c'est quoi ? C'est 10 personnes que l'on prend, tout le monde y passe, hein. On prend 10 personnes tous les mois. Et ils font le parcours expert. Donc ils viennent rencontrer d'abord. Ils passent 1 heure avec moi où je leur présente ma vision du management, de l'entreprise, du marché, de la société. Mais vraiment tout. Il n'y a pas de tabou. On parle clairement des choses. Je leur explique tout. Et après, ils vont 1 heure avec le directeur commercial, la responsable marketing, la production, le numérique, l'offset, le façonnage, les RH. Et on fait ça on passe la journée à faire ça. On agrémente ça d'une pause repas avec donc ces 10 personnes-là, plus l'ensemble du COMOP. Donc c'est un moment tout aussi important de tout ce qui se passe à côté. C'est-à-dire qu'à côté, on vient prendre de l'information, on vient découvrir le métier, alors son métier, son entreprise, au-delà de son poste de travail. Et puis après, le moment convivial, c'est aussi là un moment où on ne peut pas dire qu'on veut aplatir les structures si on ne se met pas au niveau des gens aussi. Donc c'est l'accessibilité, ça se dit, mais il faut que ça se pratique. Donc ça, et en France particulièrement, la table, c'est un moment où justement il y a beaucoup d'échelles qui tombent. Là, qu'au début, tout le monde est un petit peu machin, puis après, ça respire, ça prend forme, et puis à la fin du repas, tout le monde a passé un super moment. On a pratiquement appris plus de choses pendant le repas que pendant la formation, mais bon, pendant le parcours. Donc il y a le parcours expert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, j'en oublie maintenant. J'ai le parcours expert. Il y a quoi ? Il y a le PC course. Le PC course, ça c'est le lieu. On a créé un lieu dans l'entreprise. Le point central, en fait. Il y a la place d'armes, l'église au centre du village. C'est l'endroit où on se regroupe, où on se rassemble pour échanger, pour discuter, pour s'informer, pour communiquer. Donc on agrémente ça il y a des écrans géants, des écrans. Voilà. Vous avez dû voir les photos du PC course à un moment donné. Donc on a les écrans où on communique surtout sur la vie d'entreprise, les personnes qui viennent la visiter, les résultats, le compteur qui tourne avec la prise de commande. Donc j'adore ça, j'ai des petits trucs, des fois ça bouge pas, mais donc la qualité, la phrase du jour, un truc pour booster tout le monde, les réussites, etc. Ah oui, le carnet de bord. Tiens, le carnet de bord, c'est ce que l'on donne à chaque personne lorsqu'elle a fini son parcours expert et qu'elle a tamponné qu'elle a passé qu'elle est passée dans tous les services. Donc on valide le fait qu'elle a pris connaissance de la totalité de la chaîne graphique.
Donc ce PC course, il y a le, on a aussi fait une formation au management parce que là aussi, dans la plupart des entreprises de production, celui qui devient chef, c'est celui qui sait, c'est le meilleur technicien, c'est le machin, hein. Sauf qu'il arrive chef, mais il n'est pas forcément le bon manager. Il y en a qui ont ça en eux, qui ont une intelligence relationnelle qui leur permet de faire beaucoup de choses. Mais souvent, il leur manque beaucoup d'outils. Donc on a fait, là aussi, en parallèle, une formation management des 11 personnes du Comop, là. Enfin on était 13, et moi y compris. C'est-à-dire que j'ai pas considéré que moi, j'en savais plus. Je me suis mis, on s'est mis au même niveau, tous au même niveau. Moi j'avais une inquiétude de se dire, oh, putain, est-ce qu'ils vont se lâcher s'il y a le patron ? Mais encore là, si le patron il se lâche, s'il y va, eh ben ça va dire, si lui il y va, on y va. Et on a passé 10 séances 10 jours, donc c'était très long, et à tous à se mettre les tripes sur la table, et puis à se dire les choses. Et ça, en termes de cohésion d'équipe dirigeante, c'est top, parce maintenant on parle tous le même discours en termes de management. On connaît tous nos faiblesses. Ils connaissent les faiblesses du patron. Ah oui, le patron, il a des faiblesses. Ben oui, mais moi, je ne prétends pas tout savoir. Bon, ils ont de la chance, moi, je sais beaucoup de choses, mais non, je déconne. Je prétends pas tout savoir, c'est juste qu'il si on veut agir sur nos faiblesses, il faut pas les cacher, il faut les montrer, pour se faire accompagner, se faire aider des autres. Encore là, il faut montrer l'exemple. Et puis petit à petit, il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi, tiens, j'ai un problème là-dessus. Ben oui, on va en parler. Et quand on en parle, bizarrement, ça va mieux, et puis on avance. Donc ça, c'est la formation. Et puis donc comme ça, il y a eu 200 actions qui ont été donc remontées par les équipes à tous les niveaux. Pour améliorer toujours cette expertise. Donc le défi, c'est ça, est né le défi, donc développement de l'expertise dans la fabrication imprimée. Et on s'était donné sur ce temps de mars 2015 jusqu'à 2016. Donc là, on va arriver à la fin du défi. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été lancées, qui ont été réalisées, d'autres qui ont été relancées, d'autres qui ont été abandonnées et remplacées. Et à un moment donné, je me suis dit, dans ce truc-là, qu'est-ce qui pourrait, je vais accélérer. Qu'est-ce qui pourrait faire que demain, une action qui fédère et qui résume tout ce qu'on a appris. Tous les ans, tous les 4 ans, il existe ce qu'on appelle la Drupa. C'est le salon mondial de l'imprimerie. C'est la Mecque de l'imprimeur. C'est tous les 4 ans à Düsseldorf. C'est un salon mondial. C'est gigantesque. Moi, j'avais eu la chance, justement en tant que salarié, c'était je vais à la Drupa. C'est le salon de l'auto pour un fan d'automobile. C'est juste fabuleux. Et là, j'ai dit, continuons, soyons cohérents avec le discours. Invitons l'ensemble des salariés à se déplacer à la Drupa. Alors quand on est 10, ça va. Quand on est 115, c'est pas la même chose. C'est un budget, c'est tout, c'est machin. Mais on l'a fait. On a invité 115 personnes. On a eu un taux de participation assez important. 80 personnes se sont déplacées. On y allait en car. On a fermé l'imprimerie pendant une journée et demie. On a passé le week-end là-bas. On a juste vécu une expérience humaine fabuleuse, mais à tous les niveaux, parce que là aussi, il y a le boulot, mais il y a les soirées, il y a les machins, et puis là, on voit, putain, le patron, il picole, le patron, il fait le con, il joue la guitare, voilà, il est comme nous. Donc ça, les barrières tombent là encore là. Et du coup, quand je parlais d'accessibilité, mais ça aussi, et d'aplatissement de structure, on est tous au même niveau. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne me suit pas parce que je suis le patron. On me suit parce qu'ils me font confiance dans les choix que je fais et ils voient que globalement ça marche. Donc la confiance, ça se gagne, mais après, il faut pas se faire. Moi, je reste persuadé que la légitimité, elle vient en étant un référent, en étant un support, en aidant les gens, pas en les écrasant. Il y a trop de gens qui veulent juste sortir la tête de l'eau, des gens qui sont sous eux. Je dis, tiens, pour respirer un petit peu, mais c'est pas sortir la tête de l'eau qu'il faut faire, c'est apprendre à nager. Et là après, mais par contre, quand on apprend à nager, oui, tout le monde sait nager, oui, mais c'est pas un problème. Faut juste apprendre ça. Il y a eu des difficultés à ça, parce que tout là comme ça paraît simple.
Mais il y a eu quand même des difficultés, il y en a encore. Le truc, déjà, c'est on a tout fait tout seul. On n'a rien demandé à personne, il n'y a pas d'intervenants qui sont venus nous aider, disant tiens, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Non, on a, alors c'est peut-être ça, hybridé, je sais pas, ou testé. On a fait ça avec nos moyens, en essayant en testant, en se trompant, en avançant, en reculant, en étant tout simplement ce que l'on est, et toujours dans le même truc, en laissant la liberté aux gens de se tromper et de réussir aussi. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est la frustration qu'on peut créer. La Drupa, c'était vraiment l'accélérateur, le déplacement. On est revenu de la Drupa. Alors déjà on fait un mois de juin. Le mois de juin il a été, mais en termes, c'est le plus gros mois que l'on ait jamais fait. Never, never, ever, ever. Et pourtant tout s'est super bien passé. Je pense que la Drupa et les moments qu'on a passés ensemble, forcément ça resserre les liens, et puis et on fait on a fait un super mois de juin. Bon, l'été est passé après, on relance là tout ça, mais ce que j'ai ressenti, mais ça comme une claque en septembre, toute l'attente qu'on a créée, parce que maintenant on a réussi à libérer la parole, on a réussi à libérer les énergies, et tout le monde dit ouais, alors moi je vais faire ça. C'est voilà, la difficulté maintenant, c'est de canaliser toute cette énergie. Je dirais la logistique de ce taflot d'idées, d'intelligence collective. Faut juste maintenant le canaliser. Donc ça c'est la difficulté actuellement. C'est pour ça qu'on va se lancer maintenant on va peut-être se faire accompagner, mais plus pour nous aider à formaliser un peu mieux toutes ces choses là. Certains appellent ça une démarche lean, mais bon, moi voilà, les cases. Tout le monde nous veut nous coller dans des cases. Vous êtes entreprise libérée, vous êtes ci, vous êtes là. Je m'en fous. On fait comme on veut. Enfin, voilà. En France, on aime bien, mais oui, mais vous faites ça comme ça parce que c'est ça. Mais à faire ça, on passe à côté. On dit tiens, on nous met dans une case. Donc forcément, il y a tout ce qui va avec, tout le bon côté ou tout le mauvais, mais c'est faux. Il y a pas, c'est comme droite-gauche, c'est pas la droite qui a raison ou la gauche qui a raison. Arrêtons de mettre les trucs dans les cases. Il y a juste différentes idées. Il faut prendre de tout pour avancer. Donc difficulté. Et dernière difficulté, et ça non des moindres, c'est par rapport au manager intermédiaire. Le manager intermédiaire, il a passé 30 ans, 40 ans pour certains, à gravir les échelons de l'échelle sociale, parce que c'est comme ça. Enfin, il faut progresser, il faut avancer, machin. Et puis une fois qu'il est arrivé en haut, donc il est content, il a ses galons, c'est le chef. La société aujourd'hui, et puis moi en particulier, je suis en train de dire que l'échelle, on n'en a plus besoin, et tout le monde redescend. Alors, ils y peuvent rien, ils ont juste été élevés comme ça, dans un paradigme dans lequel il faut progresser, il faut monter, il faut... Et là, non, c'est pas comme ça que ça marche. On est dans une société où on vit... J'ai le temps encore un peu ou... c'est une société de loups. Je vais faire une image... Je ne sais pas si vous connaissez les loups. Le loup, donc, vous connaissez les loups forcément. Qui est un prédateur, et le cheval, qui lui est une proie. Les loups fonctionnent avec le mâle alpha, le chef. Et c'est comme ça, tout le monde suit le chef, parce que c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison. Ça, c'est dans le monde des loups, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Et on suit ce dominant. Ça, c'est le schéma des 50 années de management qu'on a suivi, que l'on a connu. Non pas qu'on soit tous des loups, c'est juste qu'on a été élevés comme ça. Parce qu'il y a des gentils loups, hein, c'est ce que j'ai dit, mais vous n'êtes pas un méchant loup, vous êtes un gentil loup, mais vous êtes un loup quand même, qui protège son périmètre, qui veut pas lâcher le pouvoir, tout ça c'est instinctif parce qu'ils ont été élevés comme ça. Ils répètent. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce système-là. Que ce soit, mais à tous les niveaux. La vitesse où ça va, aujourd'hui, il y a un gamin qui se lève au Bangladesh, qui va créer une application mobile et qui va mettre en péril 150 emplois dans une entreprise qui a 90 ans. Parce qu'il a trouvé la bonne idée au moment et que maintenant, il n'y a plus les élites et puis machin. Non, c'est fini. Tout le monde peut arriver à ça. Tout le monde. Donc, dans le management, c'est pareil. C'est pas celui qui est le plus fort, le plus costaud, machin, qui a raison. C'est le référent. Et chez les chevaux,
C'est comme ça que ça marche. Chez les chevaux, il n'y a pas un cheval qui fait non, les chevaux, ils sont des proies. Ils fonctionnent en fonction de proies. C'est-à-dire que eux, par contre, ils sont super attentifs à tout ce qui se passe autour. Parce que s'ils ne sont pas attentifs, ils sont morts. Ah, il y a sceptique. Alors, je suis pas cavalier, je suis pas machin. Moi, on me l'a raconté. Ça m'a juste passionné. J'ai trouvé ça super vrai. Et donc, ils sont attentifs et machin. Et du coup, ça développe chez eux des choses. Il faut qu'ils regardent un peu plus. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Et là-dedans, il y a des chevaux qui sont meilleurs que les autres. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va dire, tiens, regarde, lui, là, il est toujours en forme, il voit toujours... peut-être parce qu'il mange l'herbe au bon endroit, peut-être parce que... je sais pas. Et du coup, les chevaux font confiance à ce référent et vont le suivre, vont mettre leur vie, enfin leurs pattes, leurs sabots, leur vie dans les sabots de l'autre et vont le suivre. Et ils le suivent pourquoi ? Parce que c'est pas parce que c'est le chef, c'est juste que parce que lui, il sait faire et on le suit et on lui fait confiance et ça se passe bien. Et par contre, pour l'eau, il y en a c'est peut-être un autre. Tiens, moi je sais où il y a une meilleure source pour les bois. Eh bien, on va le suivre lui parce que pour le. Et ça, à mon sens, c'est aujourd'hui, c'est ce que doit être nos organisations managériales aujourd'hui. J'ai fini. On doit, ce que je leur demande, soyez des chevaux plutôt que des loups. Le loup, ça fait peur à tout le monde, ça casse. Alors il faut qu'on travaille. Voilà, il faut être légitime parce qu'on propose les bonnes choses, pas parce qu'on a des galons sur les épaules. Les résultats de ça, parce qu'il y en a un peu, ça fait sur un marché, enfin, j'ai ramené ça à des chiffres, mais bon, sur un marché qui perd 5% de volume imprimé tous les ans. Donc on a perdu sur les 3 dernières années, il y a perdu 15% de volume imprimé qui ont disparu. On a progressé de 10%. Depuis 5 ans, je ne vais pas dire qu'on a doublé les résultats, mais pratiquement doublé les résultats de l'entreprise depuis 5 ans. Heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas la payer. Donc de toute façon, là aussi, un truc, c'est le fin du débat sur mais le patron il gagne beaucoup d'argent. Le patron, non, le patron il gagne. Moi je pars du principe où le rapport entre le plus bas et le plus haut salaire, c'est de 1 à 5. Donc le patron, il a 5 000. Et ça je vous dis, c'est des vacances après. Parce que tout le monde, oui, non, mais je ne veux pas dire combien je gagne, machin. Il n'y a pas de honte à gagner 5 000 balles. Et puis, il n'y a pas de honte à ne gagner que 5 000 balles. Parce que ça, le patron nous dit quoi, tu prends que 5 000 pour une grosse boîte comme ça ? Je dis, mais attendez, c'est quoi le problème ? On est là pour quoi ? Pour enrichir un seul homme ou pour enrichir une société ? Et puis ça, attendez, alors, me sortez pas les cases, machin, discours de gauche, discours de droite, machin. Non. C'est juste faire grandir les hommes. C'est juste ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Merci. Merci Christophe. Donc pas mal de choses sur cette manière de manager les hommes, j'allais dire la boîte, mais aussi les hommes. Je vous propose de questionner Christophe sur cette manière de faire. Peut-être aussi de réagir, de témoigner. Ça fait peut-être écho à ce que vous vivez dans vos entreprises et dans vos expériences. Moi, j'avais une première question, si tu veux bien. C'est dans cette façon de dire je veux être le patron que j'aurais voulu avoir. Finalement, est-ce que tu risques pas de créer la même chose chez tes salariés et qu'eux-mêmes puissent se dire oui, j'ai accès à tout. Ce parcours qui est le parcours de Christophe, je peux l'avoir aussi. C'est quelque chose que tu perçois ? Que je perçois, que j'ai vécu, que je redoute pas du tout. Déjà dans un premier truc, un truc auquel je repense, je me voyais quand j'étais, je devais pas encore être directeur, mais j'imaginais un truc où chacun était le propre patron on était tous des mini-usines qui fonctionnaient, qui avaient des rapports à l'un à l'autre, des mini-entrepreneurs en fait. Et donc ça c'était globalement je me rends compte que c'est ce que je suis en train d'essayer de créer. Et après, au-delà de ça, depuis que je suis là, il y a, je crois qu'il y en a 3 maintenant, qui sont partis créer leur boîte. Oui, bien sûr. Je ne peux pas reprocher à des gens de vouloir vivre la même chose que moi. Je m'éclate. Moi. Ils vivent justement. Ils aiment ce qu'ils font, ils font ce qu'ils font. Ils aiment ce qu'ils font et ils font ce qu'ils aiment.
Et je prends toujours l'exemple de cette fameuse pyramide, vous avez tous entendu parler de la pyramide de Maslow. Donc, pyramide de Maslow, besoins primaires, reconnaissance sociale, reconnaissance de ses pairs et accomplissement de soi. Ok. Bon, mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Maslow, il a juste oublié un truc. Moi, je mets juste au-dessus, c'est la transmission. Parce que si on a fait tout ça juste pour nous, on est bien avancé. Hein, qu'est-ce que j'en fais? Non, là le vrai truc, c'est il faut transmettre et donner cette envie de faire la même chose. Et portons la bonne parole. Enfin, il faut pas avoir peur de ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas juste sortir la tête de l'eau des gens. Il faut juste leur apprendre à nager, quoi. Tu l'as redit, puis tu me le disais quand on préparait, t'aimes pas être mis dans une case, mais dans ta façon de fonctionner, moi, l'idée qui me venait, c'était l'intrapreneuriat. La manière dont tu mettais les salariés en position d'entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Encore là, c'est une case. Alors... C'est ma case. J'essaie faut essayer de donner envie aux gens de faire ce qu'ils aiment. Ça, c'est la société telle qu'elle évolue aujourd'hui. On a, de par Internet, Google, tout ça, Google, l'accès à l'information fait qu'aujourd'hui, on peut tous faire plein de choses. Donc, il faut pas brider ça. Il faut pas dire non, toi t'es dans la case ça, tu peux faire que ça. Non, essayez. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est juste ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Tout le monde peut faire tout. Faut juste, moi je dis, il faut juste respecter ça. Alors après, si ça veut dire que tout le monde peut être entrepreneur, bah oui, tout le monde peut être entrepreneur. Enfin, faut pas aller contre nature. Et ça, j'avais trouvé ça génial. C'est quand il s'appelle Oussama Ammar, vous connaissez, le mec qui a créé The Family, un mec fabuleux. Qui disait, il prenait un exemple, il y a 200 ans, il y a un mec, un chirurgien, il va voir ses copains chirurgiens, il leur dit les mecs, j'ai remarqué un truc, c'est quand je me lave les mains avant d'opérer, ou d'accoucher une femme, il y en a moitié plus qui ne meurent pas en couche. C'est génial, hein, si on se lavait les mains. Mais t'es complètement con, mon pauvre gars. Mais c'est une ineptie ce que tu dis, mais c'est complètement débile. Machin, tu sais. Je vais continuer à le dire, ils l'ont foutu une camisole de force. Il a continué à parler, donc ils l'ont zigouillé. 200 ans plus tard, on se rend compte que oui, il avait raison ce mec-là. Sauf que personne ne voulait l'entendre. Aujourd'hui, on est tous prisonniers de nos paradigmes et nos cases, nos machins. On pense que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut faire péter tout ça. Il faut être en posture de se dire, ouais, elle a peut-être raison. Pourquoi pas? Voilà, laissons-nous surprendre. Ne soyons convaincus de rien, en fait. Soyons désinvoltes. Alors, on a des questions dans la salle. Monsieur. Bonjour, merci d'abord de ce super témoignage. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile? Parce que quand tu parles, on a l'impression que c'est super facile et que c'est essentiellement centré sur ton authenticité. Et juste donc, est-ce qu'il y a eu des moments où c'était difficile? Et est-ce qu'il y a des gens qui supportent pas ce fonctionnement-là, responsabilisant, si je puis le dire? Alors, pour rapport à la première question, ça n'a pas toujours été facile, mais ça plus par rapport à moi d'endosser le costume de patron, d'être avec toute l'image qu'il y a autour, parce que ça me correspond pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que être patron, c'était pas forcément avoir fait des grandes écoles, HEC, des bordels machin, puis avoir un beau costume et tout ça. C'est pas ça. C'est être patron. C'est ce que je suis là aujourd'hui. Je suis comme vous. C'est juste qu'à un moment donné. Alors oui, j'ai peut-être une compétence. Ça aussi, il faut être conscient. Donc je crois que j'ai du charisme, j'ai un leadership. J'adore fédérer les gens autour de moi et puis d'avancer tous ensemble. J'adore le rugby. Il y a un truc que je trouve génial au rugby, c'est une phrase. C'est dans la vie, on croise les gens. Au rugby, on les rencontre. Mais c'est ce que j'essaye de vivre, de mettre en application dans la vie de toujours. Faut pas les croiser, faut les rencontrer, les gens, faut aller vers eux. Donc j'ai eu des périodes de doute, parce qu'on se dit est-ce que ça passe, est-ce que c'est comme ça que ça va, machin. Et encore là, j'ai continué à faire ce que je sais faire ou ce que j'ai appris à faire, c'est-à-dire que j'étais me confronté ma façon de voir avec d'autres. J'ai accédé à des conférences, des machins.
et en plus, j'amène mes collaborateurs. Et puis en fait, je me rends compte que y a des gens brillants, beaucoup plus brillants que moi, qui ont théorisé, intellectualisé, machin. Je dis, putain, mais c'est ce que je fais, ça. Et je fais ça parce que c'est comme ça. Donc, ça rassure. Donc, je me dis, ouais. Après, c'est une faute, ça donne de la confiance petit à petit. Puis au bout d'un moment, c'est bon. Maintenant, je sais que je suis sur le bon chemin. Je continue. Mais la deuxième partie de la question de monsieur, c'était, il y a des gens qui supportent pas. Alors, j'allais arriver. J'ai envie de dire non, mais c'est. J'en demande. Enfin, ce qui leur fait peur, c'est le changement. Ce qui fait peur à tout le monde, c'est le changement. Tous les gens aujourd'hui on est rassurés par les habitudes, par le confort, par le machin. Mais tous les hommes et femmes que je connais ici, les femmes sont d'ailleurs les premières à me le dire. Le tue l'amour, c'est c'est l'habitude. C'est si dans le couple il y a plus de surprise, de renouvellement, de machin, eh ben le couple il tient pas longtemps. Et dans les relations humaines, c'est exactement pareil. C'est la qualité du lien que l'on entretient qui fait que ça va bien se passer ou pas. Et du coup, lorsqu'on vient bousculer ses habitudes, ce confort, le truc qu'on aime, au début, oui, quand on est habitué à faire un truc comme ça, on n'aime pas trop bouger. Mais finalement, c'est juste salutaire après. Il faut accepter que oui, il faut changer. Alors oui, il y a des phases, mais faut juste pas rester au milieu du gué entre la position A et la position B. On a décidé qu'il fallait y aller. Tout le passage du gué là, c'est compliqué. Il y en a qui disent j'y vais, et il y en a d'autres non, j'y vais pas. La peur de l'inconnu, la peur de perdre, c'est tout ce qui est avant. Encore là, c'est une question de posture. La peur de ce qui pourrait se passer. Mais faut juste y aller pour voir ce qui va se passer. Merci. Alors, je vais venir avec le micro, ça va être plus facile. Bonjour. Et pour ces personnes qui ont peur, est-ce que vous mettez des personnes qui les accompagnent dans l'équipe pour leur donner plus de confiance ? Alors, la formation management a beaucoup aidé les managers, notamment les managers opérationnels, parce que dans beaucoup de cas, il nous manque les outils, la façon de porter le changement. Et ça c'est des outils de management. Enfin, il y a des façons de faire. On va pas dire tiens, tu prends ça, tu vas là, hop, voilà. Ça marche plus. Écoute, tiens, je vais prendre l'exemple de. Enfin, je vais pas vous donner un cours de management, mais l'exemple de le mec qui arrive en retard. T'as vu, t'es encore arrivé en retard. Quand on fait ça, on s'adresse à la partie reptilienne du cerveau. Le mec, il se met, ouais, je sais, je suis arrivé en retard, et tu m'emmerdes. C'est juste ça qu'il pense dans sa tête. Il fait oui, et il pense juste ça. On chope le mec, on lui dit salut bonhomme, écoute, hier, ce que tu as fait hier, c'était génial. Hein. Par contre, tu sais, moi, en tant que chef de service, j'ai besoin de compter sur les équipes. Et là, quand tu arrives en retard, ça me désorganise complètement mon service. Ça me désorganise mon service. On va prendre du retard sur ce dossier-là. Le client ne va pas être livré. Et au final, c'est l'image de l'entreprise qui en pâtit. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour pas que ça se reproduise ? Eh ben là, de suite, ah oui, ouais, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi ? Parce qu'on a reconnu le mec. Il est reconnu. On a légitimisé, on a posé le cadre. Ici, c'est comme ça. On a on a objectivé qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et on a fait voir les implications que ça avait. Quand on explique, c'est comme à des gamins, c'est comme à des gamins, quand on explique les choses, bizarrement, on les comprend. Et quand on les comprend, ça va mieux. Mais ça, c'est juste... Attention, c'est là comme ça paraît simple, et des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut juste utiliser les bons leviers au bon moment. On va prendre une dernière question, Christophe. Oui. Alors, ce n'est pas une question, c'est juste une résonance par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans votre entreprise, qui est ravi d'y travailler, qui est très fier aussi d'y travailler et qui en parle de façon remarquable et qui donnerait presque envie de travailler au sein de votre entreprise. Donc voilà, ça recoupe vos propos. Merci pour lui ou pour elle. Vous embauchez là, parce que c'est un appel du pied. Ouais, mais si je peux me permettre, les embauches. Aujourd'hui, moi, j'embauche pas des CV ou des machins, j'embauche des hommes et des femmes. C'est-à-dire que quand je rencontre tous les collaborateurs que j'embauche, et je leur préviens que je leur dis, attendez, l'entretien d'embauche que vous avez passé là, vous en avez jamais,
calmez-vous, enfin, n'ayez pas peur, mais je vais vous poser plein de questions. J'essaye de savoir qui ils sont, je cherche des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines, parce que justement, les têtes bien pleines, elles sont pleines de cases, pleines de machins. Non, ce que je veux, c'est juste qu'ils soient ouverts sur le monde, qu'ils aient des valeurs, qu'ils aient envie de des trucs simples, des trucs simples, voilà. Et puis, et après, on travaille tous ensemble. Merci beaucoup Christophe. J'en prie. Merci, je crois qu'on peut l'applaudir, le remercier pour ce témoignage. Merci à vous tous de votre attention.